Lors de la partie précédente, nous avons vu que Google avait identifié trois besoins fondamentaux pour les utilisateurs qui viennent visiter un site web et que parmi ces trois besoins fondamentaux, le tout premier, c'était le chargement, l'interactivité qui venait en deuxième position et troisièmement, il y avait la stabilité visuelle. Alors, ces trois éléments qui permettaient alors de définir ou encore d'offrir une meilleure expérience utilisateur à l'utilisateur d'un site internet. Pour y parvenir, Google a alors identifié trois éléments vitaux de base du web. Ces trois éléments vitaux de base du web qui permettaient alors de décider tout en calculant certaines valeurs pour pouvoir se dire est-ce qu'un site internet offre une meilleure expérience utilisateur ou cela n'est pas le cas. Et nous avons vu également l'impact euh, direct euh, soit de la mauvaise expérience utilisateur ou encore la meilleure expérience utilisateur. Et nous avons vu également que pour que vous parveniez, peu importe le contenu intéressant proposé par votre site internet, mais également il faudrait que vous offrez une meilleure expérience utilisateur. Car cela permettait que qui encore euh, cela permettait à votre utilisateur de pouvoir rester aussi longtemps à naviguer les différentes pages de votre site internet. Pourquoi? Parce que ces pages vont se charger rapidement. Pourquoi? Parce que ces pages vont ouvrir une interactivité rapide. Pourquoi? Parce que ces pages vont garder leur stabilité visuelle. C'est-à-dire que les éléments ne vont pas s'arranger alors que la page est en cours de téléchargement et cela offrait en réalité ou en résumé une mauvaise expérience. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette deuxième partie, nous allons voir où nous allons étudier systémiquement tous ces éléments vitaux et voir également comment arriver à optimiser ces différents éléments afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur de votre site web. Le tout premier de ces éléments, c'est ce qu'on avait appelé la grande peinture de contenu. On va alors expliquer qu'est-ce qu'on appelle une grande peinture de contenu. La grande peinture de contenu, c'est une métrique qui a pour but de mesurer le temps de rendu qu'il faut pour que le contenu principal d'une page se télécharge. Comme je l'ai dit, non seulement c'est téléchargé, mais également afin de devenir interactive avec l'utilisateur. Bien sûr que l'interaction fait partie de notre élément que nous avons appelé le premier délai d'entrée, nous allons nous spécifier uniquement au temps de téléchargement et ce temps de téléchargement, c'est ce qu'on a appelé la grande peinture d'entrée. Alors, je l'ai dit tantôt que la grande peinture d'entrée, c'était le temps de rendu. C'est-à-dire, au moment où l'utilisateur a pu cliquer sur une URL et au moment où le contenu principal de cette page dont l'URL a été cliqué s'affiche. Et tout ce temps, c'est ce qu'on appelle la grande peinture d'entrée, c'est-à-dire la grande peinture du contenu ou encore les temps du rendu. Et nous allons voir qu'est-ce qu'on appelle le rendu lorsque nous allons expliquer plus particulièrement le problème d'interaction ou je dirais lorsque nous allons voir le premier délai d'entrée. Maintenant, qu'est-ce qui peut causer qui est un temps plus ou moins long de téléchargement? Et on avait dit, pour que ces temps ou pour que une page en cours de téléchargement ouvre une meilleure expérience utilisateur, il faudrait que ces temps de téléchargement soient nécessairement inférieurs à 2,5 secondes. Alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte que une page puisse prendre plus de temps, c'est-à-dire supérieur à 4 secondes pour que celle-ci puisse se télécharger? En réalité, il y a nécessairement des éléments. D'une part, soit une image et deuxièmement, soit il y a un bloc de texte. Alors, pourquoi on doit mesurer la plus grande peinture du contenu? Parce quoi? Et pourquoi donc mesurer la plus grande peinture de contenu?
Et pourquoi donc mesurer la plus grande peinture de contenu? Alors, comme on peut d'ailleurs le comprendre, partons de sa définition, que cette métrique permettrait de définir ou déterminer le temps qu'il faut pour que une page soit visible. Cela fait en sorte que la raison la plus simple est juste de pouvoir déterminer avec précision la vitesse à laquelle une page web peut être utilisée. Cette vitesse d'utilisation, c'est défini par son téléchargement. C'est-à-dire, plus une page prenait du temps pour se télécharger, plus la vitesse de son utilisation ne sera pas bonne, c'est-à-dire sera ralentie. Alors, comment reconnaître quel élément de votre site web fera ou sera considéré comme métrique de la plus grande peinture des contenus? Et là, c'est très simple. Il suffit juste de voir votre page web au niveau de son développement et de se décider quelle est la partie la plus importante, c'est-à-dire la partie que vous-même vous trouvez la plus importante pour l'ensemble de votre page web. Alors, si vous voyez, vous pouvez alors vous-même arriver à déterminer quel élément sera euh, pris en compte pour le calcul de la métrique définie par la plus grande peinture d'entrée. Alors, deuxièmement, puisqu'on devait au moins les savoir, si l'on sait ces définitions, le pourquoi ou la question suivante que l'on pourrait se poser est de dire pourquoi une page peut prendre aussi bien du temps à se télécharger. C'est la question capitale pour pouvoir essayer de comprendre le processus qui fait en sorte que le contenu principal d'une page prenait encore du temps à se télécharger. On l'avait dit précédemment qu'il y avait soit problème qui se situe, il y avait un problème qui pourrait se situer au niveau d'une image, où cette image pourrait alors être le contenu le plus intéressant. Par exemple, lorsqu'on voudrait visualiser une photo, ou cette image peut être de vidéo, par exemple une page d'accueil de, des sites de visionnage de vidéos, par exemple de YouTube, ou deuxièmement, on avait dit que cela pourrait être en bloc de texte. Alors, avec le bloc de texte, c'est facile à voir. Nous allons parler plus particulièrement du premier délai d'entrée où nous allons y revenir pour expliquer. Mais pour ce qui concerne la plus grande partie des contenus, nous allons nous asseoir au niveau des images. On sait qu'on doit connaître également qu'il y a des types de tailles pour une image. Il y a la taille dite intrinsèque et deuxièmement la taille visible. Et deuxièmement, une image retrouvée au niveau d'un site web peut avoir des origines. Tout premièrement, cette image peut être logée ou stockée au niveau nom de domaine de ces 10 sites. Ou deuxièmement, ça pourrait être de notre domaine. Qui est dit domaine équivaut à un site. Comme je l'ai dit, pourrait se retrouver dans un autre domaine, c'est-à-dire pourrait être l'image de notre site internet. Alors, comment l'image peut constituer un retard de téléchargement, c'est-à-dire comment l'image pourrait allonger le temps de chargement d'une page web. Deuxièmement, pour arriver à répondre à cette question, il faudrait nécessairement comprendre comment l'image est gérée au niveau du navigateur. Alors, lorsque une image est placée dans une page web, et qu'au moment de son téléchargement, l'image est téléchargée à partir ou avec sa taille intrinsèque. La taille intrinsèque, mais ce que je ne l'ai pas dit, c'est la taille originale d'une image. C'est-à-dire, là où est stockée votre image, cette image a une taille. Et cette taille non redimensionnée pour correspondre au niveau, en raison de la fenêtre d'affichage de votre page est appelée image ou encore la taille intrinsèque ou la taille d'origine.
Et deuxièmement, il se peut que le navigateur puisse redimensionner l'image en raison de la fenêtre de l'appareil utilisateur. Alors, on peut illustrer par un exemple pour dire qu'une image peut avoir une taille intrinsèque, c'est-à-dire une taille d'origine de 150 pixels sur 200 pixels, alors que lors de son affichage, la fenêtre de l'appareil de l'utilisateur ne permet pas d'afficher une telle image avec une telle dimension. Nécessairement, il faudrait réduire. Par exemple, la réduire à 50 x 50 pixels. Et ça, 50 x 50 pixels n'est pas la taille originale de la dite image, mais juste une taille d'affichage. Et comme je l'ai dit tantôt, que au moment du téléchargement, l'image est téléchargée avec sa taille intrinsèque. Deuxièmement, il y aura une accommodation à travers les différentes lignes de code CSS pour arriver à redimensionner l'image en raison de la dimension ou encore de la fenêtre d'affichage de l'appareil utilisé par l'utilisateur. Ce qui fait en sorte que tous ces temps constituent alors un allongement des temps de téléchargement. Télécharger sa dimension normale, la redimensionner et afficher. Tous ces temps ou tous ces processus constituent un processus ou encore des étapes ultérieures dont le fait direct visible serait l'allongement du temps de téléchargement d'une page web qui a été demandée par un utilisateur. Alors, que faire pour arriver à contrer ces problèmes? Alors, pour y parvenir, il faudrait également optimiser la taille. L'optimisation de la taille, elle est en dehors de tout service web. C'est-à-dire, au niveau où avant de pouvoir sauvegarder une image dans votre site web ou dans votre domaine, faire en sorte que la taille intrinsèque puisse correspondre avec la taille visible. Si la taille intrinsèque correspond avec la taille visible, les étapes ultérieures ou encore les étapes pour lesquelles il y avait ajustement de taille ne seront pas ou seront absentes, ce qui fait en sorte que le temps de téléchargement sera également réduit. Et si ce temps est réduit, c'est-à-dire que vous allez offrir une meilleure expérience au niveau du besoin principal qui est le chargement identifié par Google. Alors, on va voir comment arriver à optimiser ces grands retards. La cause ou encore les deux premières causes, nous les avons identifiées. Le tout premièrement, nous avons dit qu'il pourrait s'agir d'un problème de bloc. Et secondairement, nous sommes dit qu'il y a soit un problème d'image. Et nous avons vu qu'est-ce qu'on pourrait alors faire avec une image. Alors, il y a au moins 4 principaux facteurs ou domaines à optimiser. L'image peut constituer un retard, soit en raison d'un serveur qui est lent. Deuxièmement, cela peut être soit en raison du code JavaScript ou CSS qui bloque le rendu. Et troisièmement, cela pourrait être soit la cause d'un framework JS qui a été utilisé ou encore le temps de téléchargement des ressources. Si téléchargement est long. Là, plus typiquement, on peut expliquer ces étapes ultérieures de redimensionnement et d'ajustement d'une page, d'une image en raison de la taille intrinsèque et de la taille visible. Alors, que faire pour arriver à optimiser ou encore à contrer ces problèmes? En ce qui concerne les serveurs lents, il y a probablement certaines raisons. Les raisons qui peuvent faire en sorte qu'il y ait un problème de grande peinture de contenu. Admettons par exemple la mauvaise configuration du serveur pourrait exposer à ces problèmes. Deuxièmement, pour des serveurs partagés avec plusieurs utilisateurs, lorsqu'on utilise le logiciel CMS qui sont obsolètes ou encore
trop, euh, trop ancien. Ou, deuxièmement, il se pourrait qu'il y ait insuffisance de la quantité allouée pour pouvoir sauvegarder de différents scripts PHP, Django ou je ne sais pas moi, lesquels langage choisi pour coder votre site. Et deuxièmement ou dernièrement, il se pourrait qu'il y ait un problème d'attaque. Alors, que faire lorsqu'il y a ces différents problèmes? Lorsqu'il y a problème d'attaque, le problème est résolu tout en utilisant euh, tout en utilisant euh, le plugin de WordPress qui est WordFence. Lorsqu'il y a par exemple un problème des serveurs ou tous ces problèmes, ce qui serait souhaitable, c'est soit de mettre à jour votre service ou vos logiciels ou encore prendre les logiciels qui ont été récemment publiés. Lorsqu'il y a problème de partage, c'est à vous de voir, soit vous achetez vous-même en serveur ou je ne sais pas ce que vous pourriez faire en raison de votre économie. Également, à bien configurer votre serveur. Alors, parlons deuxièmement au niveau des CSS qui bloquent le rendu d'une page. Le rendu d'une page peut être bloqué soit par les CSS ou encore le JavaScript. Ce sont beaucoup plus le CSS ou le JavaScript qui ne sont pas utilisés ou encore qui n'ont pas d'importance pour le rendu d'une page web. Alors que faire? Supprimer entièrement toute ligne qui n'entre pas ou qui n'a qu'une importance directe pour le rendu de votre page. Et deuxièmement, supprimer également tout fichier qui n'est pas utilisé. C'est-à-dire qu'au niveau de votre HTML, n'ayez pas à inclure ces différents fichiers. Pourquoi? Parce qu'ils vont constituer un blocage de rendu. Deuxièmement, placez uniquement le parti du code CSS utile au rendu de votre page ou encore des fichiers qui sont utilisés spécifiquement pour le rendu de votre page. Et troisièmement, téléchargez ces différents fichiers de manière insécrante tout en utilisant l'attribut réel avec comme valeur preload ou onload. Alors, pour pouvoir calculer ces différents cette métrique, on avait dit qu'il existait ces différents éléments et que cela constituera notre troisième partie. Et à présent, voyons plus particulièrement qu'est-ce qu'on appelle le premier délai d'entrée. Le premier délai d'entrée, c'est un temps de latence entre l'entrée et le moment d'interaction avec le contenu d'une page web. Admettons que vous avez téléchargé un fichier ou une page et que cette page est constituée uniquement de formulaires d'inscription. Quel est le temps qu'il faut au moment où vous avez cliqué sur l'URL et le moment exact où vous pouvez avoir accès de pouvoir remplir ces formulaires. Tous ces temps entre le clic et l'interaction constitue le premier délai d'entrée qui est en fait une latence d'entrée, c'est-à-dire le temps qu'il faut attendre pour interagir avec la page qui a été demandée. L'importance, c'est juste de pouvoir mesurer la réactivité d'un site pendant son téléchargement. Il faut combien de temps pour qu'un site ou encore le page d'un site internet devienne réactive ou interactive après ou pendant son téléchargement. Alors, on pourrait leur dire que le premier délai d'entrée faisait partie également de la plus grande peinture de contenu dans le sens où au moment de ces téléchargements, à quel ou pendant ces téléchargements, à quel moment exact on pourrait interagir avec une page. Lorsque le chargement a commencé, il faudrait attendre combien de temps pour interagir. Si vous avez compris ce que c'est ce premier délai d'entrée, alors voyons comment ce délai ou encore ce retard est-il occasionné. Alors, avant de pouvoir
y parvenir à dire exactement comment cela arrive, parlons d'un processus dont nous avons toujours dit à citer le mot qui est le rondi. C'est quoi en fait le rondi? Le rondi, c'est du fait, ou je dirais, c'est le fait qu'une page affiche son contenu. Si je dois me faire comprendre, du fait d'avoir cliqué sur une URL et que vous avez les contenus exacts de cette page, ces contenus, c'est le rendu de cette image. Comment cela arrive-t-il? Puisqu'au niveau d'une page web, il existe plusieurs éléments. Et même, puisque le mot rendu vient du verbe rendre, et rendre qui veut dire créer, ce qui crée, c'est le navigateur. Comment le navigateur travaille-t-il pour pouvoir créer l'image dont vous avez cherché? C'est ce que nous allons essayer un peu d'expliquer. Alors, la tâche primordiale d'un navigateur est celle d'afficher ou de visualiser les contenus d'une page web. L'affichage passe par des étapes. Parmi ces étapes, on pourrait alors citer, par exemple, télécharger le code primitif et le décoder pour en extraire le contenu, télécharger les différentes images et les différentes vidéos, télécharger par exemple le police, télécharger et appliquer les différents styles, télécharger les différents scripts et les exécuter. Tous ces éléments ou toutes ces étapes constituent les étapes ou encore constituent un processus dont la finalité est de rendre ou d'afficher une page web. Alors, pour que cela puisse parvenir, il faudrait que chaque élément puisse travailler individuellement. C'est qu'on peut alors dire qu'il existe des types de rendus. Le rendu du point de vue externe, c'est-à-dire ce qu'on voit au niveau d'une page web, et le rendu individuel. Alors, le rendu individuel est le processus, par exemple, si nous allons nous tenir au niveau des scripts, c'est un processus qui consiste à télécharger uniquement ces scripts et les exécuter. L'exécution, c'est ce que nous verrons au niveau de la page. Et l'ensemble de différentes exécutions vont constituer notre rendu final. Alors, si chaque élément constituant le contenu d'une page web doit être créé, cela veut dire qu'il y a au moins une manière ou une séquence de création. Alors, le rendu individuel est ce qu'on appelle le thread of execution, ce qui signifie séquence d'actions individuelles. Ces actions ou ces différentes séquences pourraient s'agir par exemple télécharger une image avec sa taille intrinsèque, appliquer le style pour pouvoir définir la taille visible. Toutes ces images ou cette séquence d'action est uniquement au niveau d'une image. Et cela constitue le rendu individuel, c'est-à-dire une séquence d'actions individuelles permettant à afficher cette image qui fera partie du contenu principal. Mais puisqu'une image ou une page est constituée de différents éléments et que chaque élément constituant le contenu principal doit être rendu indépendamment des autres, ce qui fait en sorte que pour qu'une page web puisse s'afficher, il faudrait plusieurs rendus
individuels. Ces plusieurs indices individuels vont se dérouler uniquement au niveau de chaque élément constituant en fait le contenu principal. Bon, également pour un autre niveau, pour le niveau hiérarchique, il faudrait également que ces éléments se rendent ou se créent d'une manière ordonnée. C'est-à-dire que aussi longtemps qu'un autre élément n'est pas encore créé, le suivant ne peut non plus le faire. Si ces éléments se créent d'une manière successive, c'est-à-dire que cette section est contrôlée également par une autre séquence d'actions. Cette fois-ci, ça ne sera pas une séquence d'actions individuelle, mais une séquence d'actions d'exécution ou encore de rendu pour l'ensemble des éléments constituant le contenu principal. Et cette séquence générale qui ordonne la manière dont ces différents éléments constituant le contenu principal vont se créer constitue ce qu'on appelle le thread principal. Admettons qu'au niveau d'une page, il y a 5 éléments qui constituent le contenu principal. Lorsque le thread principal déclenche les séquences d'actions qui coordonnent la manière dont chaque élément constituant le contenu principal sera créé, cela veut dire que ce processus ordonné va commencer à créer ou à favoriser l'induction de la création de l'élément 1. Et l'élément D ne pourrait être créé si et seulement si le premier élément est créé. Et admettons par exemple qu'une image qui prenait plus de temps en fonction de sa taille intrinsèque et de sa visible, c'est-à-dire que si cette image occupait ou était le premier élément, le deuxième élément ne serait non plus créé aussi longtemps que la taille visible n'est pas déterminée pour cette image. Et ce qui constitue le retard. Et nous verrons exactement ce qui est à la base de cela. Mais s'il faudrait anticiper, on pourrait dire que la raison la plus efficace ou la plus probable, c'est la position ou encore le fait de placer les différents codes de manière non ordonnée. Exemple, vous mettez un gros script au niveau de la deuxième position et par exemple avec les scripts qui doivent être tout premièrement téléchargés et non seulement téléchargés mais exécutés, cela veut dire qu'aussi longtemps que le thread principal est occupé à induire ou à ordonner les séquences pour lesquelles cet élément pourrait être créé, ça veut dire que si ces gros scripts se positionnent soit en deuxième position, sachez-le très bien qu'il va occuper aussi longtemps qu'il ne pas exécuter votre script principal. Et lorsque ce script principal est occupé au niveau du deuxième élément, le troisième élément ne peut pas être créé parce que le déclenchement de sa création est corrélé par le script principal. Alors, que faire face à ces problèmes? Tout premièrement, s'il faudrait identifier, je dirais, la cause, c'est du fait de placer de manière non ordonnée les différents scripts ou encore du fait de coder sans pour autant réfléchir. Ce qui ferait ou ce qui serait à faire serait juste d'arranger vos scripts tout en mettant successivement en raison du poids de vos scripts. C'est-à-dire mettre les éléments plus légers en première position, c'est-à-dire en haut de votre page, et les éléments plus lourds en bas de votre page. Et puisque cette séquence vont se trouver d'en haut à partir des éléments placés en haut de votre page, cela veut dire que plus il y a des éléments légers, plus ces éléments seront rendus rapidement et votre script principal ne sera non plus occupé. Alors, face à ce problème, la simple question est que faire? Que faire pour éviter que votre script principal ne soit pas occupé? Parce que c'est ce script principal qui ordonne successivement
la création de chaque élément. Et c'est là avant, pour les éléments qui se situent au plus haut que possible de votre page, vers ceux qui sont bas situés. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est tout premièrement mettre tout d'abord de l'ordre, de manière à ce que les éléments plus légers puissent se situer plus haut de votre page. Et faire en sorte que le gros script soit plus bas situé pour que votre script principal ne soit pas occupé. Deuxièmement, optimiser les images. Nous en avons vu également, par exemple, faire en sorte qu'une image qui s'est retrouvée à une position ou à une taille, avec une taille intrinsèque plus grande par rapport à la taille visible, toutes ces étapes pour correspondre à l'image, c'est-à-dire en redimensionner, pourrait faire en sorte que votre script principal soit également occupé. Ce qu'il faudrait faire, comme nous en avons dit au niveau de la plus grande partie du contenu, la chose à faire serait d'optimiser de telle sorte que la taille intrinsèque puisse correspondre avec la taille visible. Et troisièmement, omettre de manière réfléchie les scripts qui ne sont pas utiles. Ok? C'est-à-dire ne faire constituer que votre script des lignes de code utiles au rendu ou encore utiles à votre contenu principal. Alors, l'objectif pour optimiser ceci serait de télécharger les éléments le plus légers que possible. Ok? Ces éléments le plus légers, ce sont des éléments qui sont le plus importants dans votre contenu principal. Si on voyait par exemple l'impact des codes JavaScript au niveau de votre premier délai d'entrée, cet impact se résume. On sait que JavaScript constitue des problèmes capitaux, fondamentaux. Premièrement, ces scripts doivent être téléchargés. Le temps de téléchargement peut dépendre de la taille d'un script à un autre. Et deuxièmement, l'exécution, puisque chaque ligne devait être exécutée, admettons, pour des scripts ayant plus de lignes. Ce qui fait en sorte que votre script principal soit également occupé. Que faire? Premièrement, ordonner l'exécution de ces scripts. Deuxièmement, placer le plus gros script en bas de la page. Et troisièmement, ne pas placer au débit, de ne pas en placer au débit de risque ou que les risques seraient d'occuper, le script principal. Et troisièmement, utiliser des attributs HTML. Quels sont ces attributs HTML et comment ces attributs vont-ils se comporter dans le sens de pouvoir faire que, peu importe le gros script utilisé, que ça ne puisse pas occuper votre script principal. Alors, ces attributs sont au nombre de D. Tout premièrement, il y a l'attribut du ferré et l'attribut asynchronne qu'on doit utiliser, mais la plus grande question est comment utiliser ces deux attributs. Ou je dirais, quelles sont leurs particularités. Commençons tout premièrement par dire que ces deux attributs indiquent au navigateur de ne pas bloquer l'analyse HTML lors du chargement. Qu'est-ce qui ne sera pas bloqué? C'est l'analyse. Or, on avait dit l'analyse, dans ce sens, pourrait correspondre à notre script principal. Et deuxièmement, ces attributs indiquent au navigateur de maintenir le script principal pendant les téléchargements de votre JavaScript, ce qui permettrait en sorte que d'autres éléments puissent être créés. Je disais que ces deux attributs permettent d'une part de ne pas bloquer l'analyse lors du téléchargement et deuxièmement de permettre aussi que votre script principal soit maintenu. Or, aussi longtemps que celui-ci n'est pas occupé par votre gros script, cela veut dire
va ordonner l'exécution et la création d'autres éléments constituant votre contenu principal. Mais quand utiliser ces différents attributs? Alors, chaque attribut, dans ce sens, présenterait une spécificité. Et cette spécificité qui détermine alors leur utilisation. Alors, quand en JavaScript contient l'attribut AseCron, qui en attribut AseCron, son téléchargement s'est fait indépendamment de votre script principal et en même temps avec celui-ci. Et par conséquent, son téléchargement, son exécution ne va pas bloquer alors votre script principal. Mais juste lors de son exécution, je m'excuse, son téléchargement ne bloquerait pas votre script principal, mais seulement son exécution qui aura un impact direct au niveau de votre script. Premièrement, placer ici, c'est un gros script, le placer en bas. Si vous voulez le placer en haut, utilisez AseCron, tout en sachant que si c'est un gros script, c'est-à-dire qu'il y aura plus de lignes et que l'exécution de chacune des lignes pourrait constituer un retard, ok, lors de l'interaction de votre page. De volet, vous le placez directement en bas. Alors, deuxièmement, cet attribut en scan est utilisé pour des fichiers CSS, par exemple la publicité ou encore le partage social. Le fichier tout comme ça. Alors, deuxièmement, lorsque vous utilisez default ou encore l'attribut différé, le téléchargement s'effectuera de manière asynchrone, mais le fichier différé ne s'exécute pas aussi longtemps que toute la page entière n'est pas téléchargée. Cela veut dire, tout comme pour asynchrone ou comme différé, si c'est pour asynchrone, on va se rendre compte que le téléchargement du gros fichier JavaScript se fera indépendamment sans occuper votre script principal, mais juste au niveau ou au moment de son exécution que votre script principal sera occupé. Alors qu'avec default, les mêmes choses, le téléchargement sera indépendamment sans occuper votre script, mais pour que ces gros fichiers puissent s'exécuter, il faudrait également que votre script ait fini à créer tous les éléments constituant votre contenu principal. C'est à ce moment que l'exécution de ces gros fichiers JavaScript pourrait intervenir. Alors, l'attribut de fait est utilisé pour les fichiers JavaScript qui dépendent des éléments de page en cours de téléchargement. C'est-à-dire que ces scripts ne peuvent être exécutés où leur intérêt est dépendamment lié aux éléments qui constituent l'ensemble de votre contenu. Ce qui fait en sorte que aussi longtemps que ces éléments ne sont pas encore créés et rendus, votre JavaScript ne peut non plus être exécuté, car son exécution va entraîner le mauvais téléchargement, le blocage de votre script, et cela aura pour impact la mauvaise expérience utilisateur. Alors, en général, on pourrait utiliser attribut default pour des JavaScript qui ne sont pas essentiels au rendu de votre page. Et deuxièmement, pour AseCron, je l'avais dit, pour le script de publicité, par exemple. Alors, ce qu'on devrait au moins savoir également, que votre premier délai d'entrée dépendait également de l'utilisateur en raison, par exemple, de la qualité de sa connexion Internet. Et pour cela, il y aura plusieurs variables qui déterminent alors ce premier délai de retard au niveau de votre ou au niveau de l'utilisateur. Je disais que cette métrique dépend également d'une part de l'utilisateur en raison par exemple de la qualité de sa connexion Internet, et pour cela il y a plusieurs variantes de variables.
Alors, directement, nous allons pas nous asseoir là dessus. Voyons la dernière métrique qui est en fait les temps ou encore le décalage de la mise. Je disais, euh, c'est en fait décalage de mise en page cumulé. C'est que je dirais de manière simple, il s'agit de déplacement inattendu des éléments d'une page web pendant leur téléchargement. Admettons que ça constitue l'ensemble de votre page. Au moment du téléchargement d'un élément, cet élément occupait à 50% votre page web ou encore l'interface ou la fenêtre d'affichage de votre page web. Et qu'au bout d'un temps donné, vous remarquez que cet élément serait dimensionné de lui-même pour n'occuper que présentement de 25%. Alors, ces déplacements constituent ou encore un souci, je l'ai dit, ces déplacements constituent un souci en raison du troisième besoin fondamental ou principal de Google, qui spécifie la stabilité visuelle. Alors, on peut alors se rendre compte que l'élément qui se déplace exclut directement cette stabilité. Alors, pour parvenir à les comprendre, on va utiliser alors le décalage de mise en page cumulé, qui est en fait le déplacement inattendu des éléments. Et nous verrons la spécificité de cette métrique. Elle ne peut pas déterminer la vitesse ou encore le chargement, mais cette spécificité permet de déterminer est-ce que votre page web présente une stabilité ou il n'y a pas stabilité. Et c'est là en raison des éléments qui se déplacent. Mais quels sont ces éléments qui peuvent se déplacer? Premièrement, les images sans dimension, le police, le vidéo, le formulaire, ainsi que le bouton. Ce sont différents éléments qui peuvent se déplacer au moment de leur téléchargement. Alors, pour pouvoir comprendre, arriver à comprendre exactement comment cela se déroule, voyons tout premièrement ce qui fait en sorte ou les causes les plus probables de ces déplacements. Tout premièrement, pour les images non dimensionnées, sans dimension, la solution serait d'utiliser AspRatioCalculator.com qui est une recommandation de Google. Pour les publicités, ce qu'il y a à faire, ça sera juste de styler leur position, c'est-à-dire les éléments qui les délimitent au niveau des HSS. Et ce qui concerne la police, on va utiliser le preload. Alors, pour ce qui concerne cette partie, nous allons beaucoup plus l'expliquer au niveau de notre pub que nous allons effectuer, que nous allons créer toujours au niveau de cette chaîne. Alors, au niveau des polices également, nous allons les expliquer très clairement au niveau de notre publication. Bon, voyons quand même comment ces temps de déplacement se calculent. Alors, pour y parvenir à calculer, il faudrait premièrement connaître pourquoi ou le but de mesurer cette métrique. Alors, cette métrique a pour but de mesurer exactement l'espace total occupé par un élément qui s'est déplacé partant de sa position initiale à l'actuelle, c'est-à-dire au déplacement. Alors, pour y parvenir, on utilise deux paramètres. Le tout premier sera la fraction d'impact et le second, c'est la fraction de distance. Qu'est-ce qu'on appelle fraction d'impact? C'est l'addition de l'espace qu'occupait un élément au moment de son téléchargement, avant son déplacement, et de l'espace occupé par ces mêmes éléments après son déplacement. Et cette association pourrait se calculer, ou la fraction d'impact pourrait être calculée par cette formule, c'est-à-dire l'espace initial
et l'espace final, total, c'est-à-dire déplacé, et le tout, on divise par 100. Admettons que ça, c'est l'espace qu'occupait un élément au niveau, pendant son téléchargement, et au bout d'un temps, cet élément libérait cet espace pour nous occuper qui celui-ci. Ce qui fait en sorte que la fraction d'un part que l'espace total occupé par un élément serait, si c'était les 50% de la page, prendre 50 plus 25, qui en fait euh, qui donne la somme des 75. Alors, lorsque vous divisez par 100, on aura 0,75. Donc 0,75 qui constitue alors la fraction d'un part d'un élément. Et deuxièmement, pour connaître la fraction de distance, c'est-à-dire l'espace qu'a libéré un élément en raison de sa position initiale. Ok? Ce qui est simple, c'est-à-dire au moment initial, que l'espace occupé par l'élément, vous allez soustraire avec l'espace occupé par sa position actuelle. Alors, pour parvenir à déterminer alors l'éclat de mise en place cumulé, la formule serait simple, c'est la constituer à multiplier votre fraction d'un part par la fraction de distance. C'est à ce moment que vous allez comprendre que l'espace total occupé par un élément après son téléchargement. Alors, c'est par là que nous finissons exactement cette partie. Bien sûr que certains appuis seront ajoutés au niveau de la publication. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Mais nous verrons la troisième partie, comment arriver à utiliser les différents outils afin de déterminer si une page web pourrait présenter une meilleure expérience utilisateur ou pas. Et pour cela, nous le verrons très prochainement. Merci pour votre attention.